Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas d'histoire de station, pas d'histoire de train, mais on va aujourd'hui parler d'une ligne qui fait le tour de Paris au sud, d'une ligne qui a signé le retour des tramways dans Paris depuis 70 ans qu'ils avaient disparu. Je parle bien évidemment du T3A. C'est parti. La ligne T3A du tramway est une ligne qui fait le tour de Paris au sud en reliant la porte de Vincennes au pont du Garigliano en suivant le tracé du boulevard des Maréchaux et en longeant le périphérique sur une longueur de 12,4 km. Cette ligne a accueilli 66 millions de passagers d'après les données 2023. Mais bon, comment en est-on arrivé là? Je vous propose de découvrir l'histoire. Pour parler de l'histoire du T3A, partons de l'idée même de ce tramway, faire le tour de Paris en passant par les portes de la ville. Cette idée émerge au milieu du 19e siècle, mais sous une forme différente, faire le tour de Paris par sa proche banlieue. En effet, Paris, en 1850, ça ressemblait à ça. Les quartiers de Passy, Charonne ou Belleville étaient autrefois des communes à part entière, entourées par le mur des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers. L'idée vient de créer une voie ferrée qui fait le tour de toutes ces communes en longeant l'enceinte de Thiers et le boulevard des Maréchaux. Gardez bien le nom de ce boulevard en tête. Je détaillerai ce projet dans une prochaine vidéo, mais la petite ceinture est inaugurée progressivement entre 1851 et 1869. Cette ligne rencontrera beaucoup de succès car il s'agissait à l'époque de la seule ligne ferroviaire qui reliait plusieurs points de Paris entre eux. Oui, parce que, entre-temps, la banlieue dont je vous parlais a été intégrée à la ville de Paris en 1860. Malheureusement, l'arrivée du métro parisien va remplir cette mission plus facilement et fera chuter la fréquentation de la petite ceinture jusqu'à ce qu'elle ferme en 1934 définitivement. Mais entre-temps, la nécessité d'une ligne de transport faisant le tour de Paris a été démultipliée. Pour la raison suivante, tout simplement, le métro parisien s'est beaucoup développé, leur terminus se situe à toutes les portes de Paris. Une circulaire permettrait donc de toutes les interconnecter, mais la petite ceinture ne pouvait pas remplir ce rôle. En effet, les gares de la petite ceinture ne facilitaient pas les correspondances avec le métro. Et c'est justement là que l'on va parler du PC. En 1925, alors que le trafic de la petite ceinture était en constante décroissance, la STCRP prévoit de créer un tramway qui remplace les services de l'ancienne ligne de chemin de fer. Le projet sera bien conservé, mais pas sous la forme d'un tramway, à cause de sa disparition, elle-même due au développement de l'automobile qui prend de plus en plus de place sur les routes. Comme je l'ai déjà dit, la petite ceinture ferme en juillet 1934. Une ligne de bus pour combler la desserte disparue est créée quelques jours plus tard par la STCRP. Ce fut un succès immédiat, notamment grâce aux arrêts de bus, désormais situés proches des stations de métro. Malheureusement, en septembre 1939, la France entre en guerre. Pour faire face au manque de personnel, la ligne est scindée en deux parties avec deux terminus, porte de Champéret et porte de Vincennes. Cette division reste à la Libération, probablement pour faire face à la fréquentation grandissante de cette ligne. Dans les années 90, la ligne arrive à saturation, elle est donc encore scindée en 1999, non plus en deux, mais bien en trois parties. Le PC1 qui relie Porte de Champéret à Porte de Charenton, le PC2 qui relie Porte d'Italie à Porte de la Villette, et le PC3 qui relie Porte Maillot à Porte des Lilas, à l'époque en tout cas. Je sais que vous allez me dire que le PC2 et le PC3 n'existent plus. Patience, on va en reparler. Après, disons-le, faire le tour de Paris en bus, au début, c'est bien, mais au bout d'un moment, on commence à en voir les limites. Comme je l'ai déjà dit, dans les années 90, la ligne PC arrive à saturation. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte des capacités limitées du bus à transporter beaucoup de monde sur une ligne aussi importante. De plus, après la ligne PC, une autre boucle a été créée autour de Paris à la place de l'enceinte de Thiers. Cette boucle, c'est le périphérique qui a été inauguré par étapes entre 1956 et 1973.
Mais cette boucle arrive également à saturation à la même époque. Ajoutez à cela qu'une conscience écologique commence à se développer dans la société fin 90, début 2000, l'utilisation du bus et de la voiture ne rentre clairement pas dans ces critères. À la même époque, un projet de rocade extérieure alternatif à la A86 en tramway est concrétisé avec l'inauguration du T1 en 1992, marquant le retour du tram en région parisienne après 55 ans, celui du bus TVM en 1993 et celui du T2 en 1997. Ces tramways rencontrent un franc succès avec, en 2000, 23 millions pour le T1 et 12 millions pour le T2. L'idée de faire un tramway émerge donc et un premier projet propose de faire rouler les tramways sur la petite ceinture, à l'image de la ligne des Moulineaux réutilisée pour le T2. Seulement, le maire de Paris à l'époque, Jean Tibéri, met une autre option sur le boulevard de Maréchaux. Le projet est enfin lancé en décembre 2000, la ligne T3 est déclarée d'utilité publique en 2003, après plusieurs mois de débats publics pour une ligne qui circulera sur le boulevard des Maréchaux Sud entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry. Les travaux préparatoires démarrent dans la foulée. Le vrai chantier démarre en juin 2004 et va durer 2 ans et demi. En effet, il a fallu totalement repenser le boulevard des Maréchaux. Le boulevard des Maréchaux est une rue longeant l'enceinte de Thiers, construite entre 1841 et 1844. Il s'agissait de la route militaire et il faudra attendre 1864 pour que cette rue porte son nom actuel et se divise en plusieurs boulevards. Je vous mets les noms à l'écran. Revenons-en au chantier. Durant l'après-guerre, le boulevard des Maréchaux est aménagé pour le tout voiture avec 3 couloirs de circulation par sens et de très nombreuses places de parking. On peut d'ailleurs voir que la route était très engorgée avant la création du périphérique. Des couloirs de bus ont quand même été installés dans les années 90 pour le PC qui, je vous le rappelle, arrive à l'époque à saturation. Les travaux ont donc été difficiles car il a fallu repenser entièrement le boulevard afin de ne pas interrompre la circulation routière. On opte finalement pour 2 voies en site propre de tramway au centre, mais pour la suppression du couloir de bus afin de garder 2 voies de circulation pour les voitures et par sens. Les places de parking ont été remplacées par des espaces verts, des rails ont été installés bien évidemment, mais, chose absolument jamais vue, ceux-ci ont été recouverts de végétation au lieu du traditionnel béton. Les stations sont quant à elles aménagées en 2006 avec un tout nouveau style beaucoup plus épuré, mais on en reparlera. Les premiers essais se déroulent en mai 2006, mais c'est finalement le 16 décembre 2006 que la ligne est inaugurée en grande pompe entre Porte d'Ivry et Pont du Garigliano, en présence du maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë, marquant le retour du tramway à Paris depuis presque 70 ans. L'inauguration s'est bien déroulée, le tramway est un succès immédiat, avec déjà 30 millions de voyageurs annuels en 2007, mais bon, pour ce tramway, c'est pas encore fini. Dès le projet original du T3, un projet prévoit un prolongement à terme jusqu'à Porte de Charenton en traversant la Seine par le pont national. Le projet n'ira pas plus loin, mais renaît tout de même assez rapidement au début des années 2000 dans la perspective d'éventuels JO à Paris en 2012. Ceux-ci ne se passeront dans la ville lumière que 12 ans plus tard, mais le projet d'extension du T3 à l'est est conservé. Celui-ci prévoit un prolongement sur les Maréchaux jusqu'au nord à Porte de la Chapelle. Le projet est finalement dédoublé en 2 lignes pour en faciliter l'exploitation avec un prolongement du T3 au-delà de sa station est jusqu'à Porte de Vincennes et une ligne nouvelle entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle. Les travaux pour ces lignes-là commencent en fin d'année 2009 après 5 ans d'études. Des transformations sont également faites sur le boulevard des Maréchaux durant l'année 2010, les rails sont posés durant toute l'année 2011 et les stations sont aménagées en 2012. Le prolongement du T3 vers Porte de Vincennes est inauguré le 15 décembre 2012, en même temps que la nouvelle ligne T3B. La ligne T3 se renomme T3A à ce moment-là. Et on en arrive au T3A tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est temps de démarrer cette vidéo en parlant du double terminus Porte de Vincennes, un peu particulier, inauguré en 2012.
La station Porte de Vincennes est la seule du tramway T3A à ne pas être située sur le boulevard des Maréchaux, mais au début du cours de Vincennes. J'ai déjà raconté l'histoire du cours de Vincennes ici. Les stations ont été construites à la place d'un ancien parking démoli dans les années 90. La station Port de Vincennes possède une correspondance vraiment optimisée entre le tramway et le métro via cette entrée. La station du tramway T3B a d'ailleurs la même chose, et c'est, je pense, l'endroit où on peut faire la correspondance la plus rapide entre le tramway et le métro, et inversement. Pour les petits détails, la station Porte de Vincennes est la seule du T3A à ne posséder aucun motif sur les murs en verre, et c'est également la seule de toute la ligne à posséder des écrans d'information sur l'état du trafic. Bon, en vérité, cet écran n'est que présent sur le quai du T3B, ce qui constitue la seule différence entre les deux stations. Les stations du T3A et du T3B Porte de Vincennes sont situées juste en dessous du pont de l'ancienne petite ceinture qui était aujourd'hui transformée en coulée verte. Il est maintenant temps de monter dans le tramway afin d'aller visiter la ligne. L'arrivée du T3A a été une révolution dans un autre domaine, l'arrivée d'un nouveau matériel roulant. Avant le T3A, il n'y avait que le TFS qui circulait sur le T1 et le Citadis 302 qui roulait sur le T2. Ces matériels étaient bien à l'époque, mais possédaient un gros défaut, ils n'avaient pas une grosse capacité. Pour le trafic attendu, il fallait un nouveau matériel qui permettrait de transporter plus de monde. C'est comme ça qu'un appel d'offres est lancé en 2003 afin de répondre à la demande. C'est Alstom qui construira ces trams. Ce matériel flambant neuf sera présenté en mai 2006 lors des premiers essais. Ils seront baptisés Citadis 402 et seront mis en service en décembre 2006 en même temps que le T3A. Du nouveau matériel est bien évidemment ajouté en 2012 afin de ne pas allonger le temps d'attente causé par le prolongement en direction de Porte de Vincennes. Le Citadis 402 a vu venir plusieurs innovations, comme déjà ces écrans qui indiquent toutes les informations utiles pour le voyageur, comme le temps qu'il faudra avant d'atteindre une certaine destination, le nom de la destination, le nom du prochain arrêt ou bien le nom de l'arrêt dans lequel on est, mais également le Citadis 402 a vu venir des annonces assez particulières, je vous laisse juger. Ballard. Ballard. Bon, allez, je vous en mets une autre. Avenue de France. Avenue de France. Vous l'aurez compris, elle se compose de mélodies accompagnées de deux voix à chaque fois différentes. Autre petit détail sympathique, la cabine du conducteur est très facilement visible. Une dernière chose, entre 2022 et 2024, toutes les rames Citadis 402 ont été repeintes afin de correspondre à la livrée IDFM. Je vais être honnête avec vous, à la base, je voulais carrément faire une vidéo par station de tramway. Mais bon, je me suis vite rendu compte que celles-ci étaient presque toutes identiques. Mais je vais quand même vous présenter le design des stations classiques du T3A avec Alexandra David-Neel. C'est parti. Les stations du T3A ont également apporté une révolution au niveau des stations. En effet, avant ça, les stations de tramway ressemblaient à ça. Autant dire que les stations du T3A sont beaucoup plus épurées.
ces stations possèdent des abris beaucoup plus larges et donc plus de place assise. Mais bon, s'il n'y a plus de place assise, pas de panique, car il y a quand même des appuis cinétiques. Malheureusement, ceux-ci se situent en général pas dans les abris, donc quand il pleut comme aujourd'hui, c'est relou. Je vous ai parlé plutôt de motifs qu'il y avait sur les murs en verre, et justement, les motifs se catégorisent sous la forme d'un plan indiquant tous les boulevards traversés par le T3A. Une affiche montre d'ailleurs l'histoire de la création de ces motifs, son auteur, bref, etc. La station possède un indicateur de la direction ainsi que de l'itinéraire du T3A, un emplacement publicitaire, une borne d'alarme, ainsi qu'une machine pour acheter des tickets. Autre spécificité qui a son charme, toutes les stations du T3A possèdent une plaque avec écrit fleur de insérer le nom de la station ou bien du quartier, avec un plan qui a été dessiné au même style que ceux qu'on peut trouver sur les motifs, sur les murs en verre des stations. Voilà donc à quoi ressemblent toutes les stations du T3A, à quelques détails près. Et oui, car il est désormais temps de parler de ces détails et de quelques spécificités assez marrantes. Et on commence avec... La station Montempoivre a la particularité d'être située sur une pente montante. Oui, bon, je sais, c'est pas drôle, donc passons à de vraies infos. Les quais de la station Porte Dorée ne sont pas face à face, mais ils sont décalés des deux côtés du square des anciens combattants d'Indochine. Alors, c'est un détail, mais quand je l'ai vu, ça m'a bien fait marrer. Juste après la station Porte de Charenton, il y a un mini panneau sens interdit. Voilà, je ne sais pas à quoi il sert, parce que je ne vois pas quel automobiliste pourrait voir un sens interdit de cette taille. Je ne sais pas s'il sert au tramway, mais non, même ça n'a aucun sens. Donc voilà, s'il y a des fans du code de la route dans les commentaires, éclairez-moi. Parce que là, je suis dans un trou noir. Alors ici, il y a également une plaque, justement, indiquant l'histoire des motifs qu'il y a sur les murs en verre, mais en beaucoup plus grand. Entre Porte de Charenton et Maris-Bastillé, le tramway traverse les voies de chemin de fer venues de Gare de Lyon, la Seine avec le pont national. La station Avenue de France est particulière, déjà parce que pour y accéder, faut traverser un quartier qui est plutôt récent, mais ça, on y reviendra. Mais surtout, la station est située au-dessus des voies venant de Paris-Austerlitz. Laissez-moi maintenant vous montrer quelques plans de cette traversée pour le moins remarquable. Nous voilà à Porte d'Ivry, terminus original de la ligne T3A à l'est jusqu'en 2012. Alors je ne vais pas vous refaire les stations typiques, mais les stations de 2006 ont quand même quelques petites différences par rapport aux stations de 2012. Je vais vous les présenter. Les motifs sur les murs en verre de 2006 ont été dessinés un petit peu plus petits, mais également les panneaux qui indiquent les prochains trains, ils sont un petit peu différents. Comme ça se voit pas vraiment. Mais bon, quand on a une vidéo des deux, la différence est un petit peu plus frappante. Anciennement, les voies du T3A s'arrêtaient ici.
Mais quelques vestiges du terminus sont quand même encore présents, comme ce tiroir. Oui. Pourquoi on appelle ça un tiroir? Je ne sais pas. Mais la station la plus atypique du T3A, c'est la station Porte de Choisy. En effet, sa disposition est différente. Bon, en réalité, rien de bien fou, hein, juste un quai central, mais ceci est unique sur le T3A. Alors, au niveau de l'architecture de cette station, il y a un truc complètement, j'ai pas compris. Il y a un mur de verre qui est complètement orphelin, genre il y a pas d'abri, il y a rien, complètement isolé des autres. Il y a juste un panneau indiquant le nom de la station. Je pense honnêtement que ceux qui ont designé cette station sont les mêmes que ceux qui ont designé la gare du RER A de Marne-la-Vallée chez Si. La station possède une boîte à livres avec qu'un seul livre dedans, hein, de Ernest Renan. Voilà. C'est une sorte de Bible. Comme à Porte de Vincennes, la station Porte de Choisy communique directement avec des sorties de la ligne 7. D'ailleurs, celles-ci ont été inaugurées en 2006, donc exactement en même temps. On pourra d'ailleurs remarquer les barrières caractéristiques du tramway sur ses sorties. Depuis 2021, le T3A possède une deuxième correspondance avec un tramway avec le T9. D'ailleurs, une partie des voies du T3A longe les voies du T9 qui servent de terminus. L'interstation entre Porte de Choisy et Porte d'Italie est tout simplement la plus courte du T3A. Sinon, pas grand chose à dire sur la station Porte d'Italie, à part que celle-ci est située proche d'une assez grosse gare routière. La station Poterne des Peupliers possède plusieurs particularités. Déjà, il possède des quais décalés. Il s'agit de la deuxième station à posséder cette spécificité. Également, cette station est située à proximité d'un parc. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Et également, il n'y a pas de mur en verre, hein. D'ailleurs, les panneaux sont directement situés sur l'abri. La station Cité Universitaire, située 2 stations plus loin, possède également des quais décalés. Et également, la station Montsouris porte assez mal son nom. En effet, la station Cité Universitaire est située plus proche du parc du même nom. La station Porte d'Orléans possède deux particularités. Déjà, il s'agit d'une station avec des quais décalés. Mais c'est pas tout. Également, celle-ci est située juste à côté d'une très grosse gare routière qui abrite au total 19 lignes de bus. Ouais, c'est beaucoup. La station de tramway Port d'Orléans possède quand même quelques équipements particuliers, comme un point connect avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il n'y en a pas derrière, donc du coup 6 points connect, qui a été installé en 2020. Également une boîte à livres avec un livre Ikea. Comment monter son meuble? Ouais. Voilà, et comment décrypter les noms des meubles Ikea. À la station Jean Moulin, il y a un ancien panneau de direction qui doit sûrement dater de la fin des années 2000, avec encore écrit T3. Par contre, je dois quand même dire qu'ils sont un peu cons d'avoir mis le signe accessible aux voyageurs handicapés, alors que toutes les stations le sont, hein, c'est pas propre à la station Jean Moulin. Mais bon, c'était peut-être important de le signifier à l'époque, je sais pas. J'avais dit précédemment que le tramway traversait les voies de chemin de fer, et là cette fois elle passe juste en dessous des voies de chemin de fer, venues de la gare Montparnasse, après la station de Porte de Vanves.
La station Georges Brassens possède une particularité qui n'est plus vraiment particulière. Ben, les quais sont décalés pour la énième fois. Ouais, je compte plus les stations comme ça. Plus original, la station possède un panneau indiquant l'histoire des fleurs de tramway dont j'ai parlé. La station Porte de Versailles est plutôt particulière, non pas par sa disposition, mais bien par ses équipements qui s'étendent des deux côtés en direction de Porte de Vincennes, que ce soit les abris, les panneaux qui sont des deux côtés, les sièges ainsi que les appuis cicatiques, ils sont des deux côtés des murs en verre. Tout comme la station Porte d'Orléans, la station Porte de Versailles possède une boîte à livres qui est cette fois bien chargée en livres, mais également un point connect qui a été bien utile car ça m'a permis de recharger ça. Au moment de l'arrivée du tramway, la place a été entièrement reconstruite. Je le sais tout simplement parce que le sol est exactement le même que dans les stations typiques du T3A. Au moment de la reconstruction de la place, une espèce de, je sais pas si on peut appeler ça un labyrinthe, mais bref, a été ajoutée. Voilà. Un passage vers une sortie de secours de parking a également été ajouté avec les barrières caractéristiques des stations de tramway. À la station Porte de Versailles, le T3A possède sa troisième et dernière correspondance de tout mon trajet avec le T2, et ce depuis 2009 et son prolongement vers Porte de Versailles. J'ai parlé tout à l'heure des distributeurs de tickets. Et dans les stations construites en 2006, certains distributeurs de tickets ont encore des rouleaux. C'est très vieillot et ça se voit. La piraterie n'est jamais finie. La station des Nouettes possède encore une fois des quais décalés. Vous connaissez la chanson, la station Ballard possède des quais décalés encore une fois. Mais pour une fois, c'est pas tout. Il y a également une autre particularité. Et oui, en effet, c'est ici, à Ballard, que se trouve le centre de maintenance du T3A. C'est ici que les trams sont garés, mais c'est également ici que se trouve le PCC du T3A, ainsi que l'endroit où ils font toutes les recherches sur l'innovation du T3A. C'est pourquoi une partie des voies se détache des voies principales et se dirige vers ce bâtiment. Bon, alors là, j'ai eu un souci de micro. Donc, en gros, la station Pont du Garigliano possède un panneau qui indique où se trouve le RERC, assez grand tout de même, alors que habituellement, les panneaux de direction se trouvent plutôt ici. Après le terminus, les voies continuent, mais pas bien longtemps en effet, car celle-ci s'arrête juste ici, juste avant le pont du Garigliano. La station Pont du Garigliano possède une correspondance avec le RERC. Bon, ça, c'est assez connu. Par contre, ce qui est moins connu, c'est qu'avant, la station ne s'appelait pas du tout Pont du Garigliano, mais bien Boulevard Victor. Mais bon, celle-ci s'est renommée Pont du Garigliano en 2006, au même moment que l'arrivée du T3A. Voilà au bout du T3A et ce n'est pas encore fini. En effet, je vais faire le trajet retour pour vous parler des alentours de chaque station. Commençons directement par parler des alentours du terminus Pont du Garigliano. Celle-ci est située à proximité immédiate des studios France.tv. Ce bâtiment a été construit en 1998 sur l'emplacement d'une ancienne gare à marchandises. Elle abrite France Télévisions qui regroupe France 2, France 3, France 4 ainsi que France 5.
Juste derrière les studios de France Télévisions, il y a l'hôpital européen Georges Pompidou qui a été construit en 2000, à savoir 2 ans plus tard, et avec la même architecture. Actuellement, la station Porte de Versailles voit le chantier le plus titanesque de Paris. Je parle bien évidemment de la Tour Triangle. La tour Triangle sera un gratte-ciel qui rassemblera à peu près les mêmes services que la tour Montparnasse. Celle-ci sera d'ailleurs le 3e plus haut gratte-ciel dans Paris. Les travaux ont débuté en 2021 et s'achèveront normalement l'année prochaine en 2026. Mais c'est pas tout. La station Porte de Versailles est également située proche du Parc des Expositions de Paris, qui accueille plusieurs événements comme le Salon de l'Automobile en novembre ou bien le Salon de l'Agriculture au mois de mars. À côté de la station Georges Brassens, il y a une magnifique architecture. Il s'agit de l'église Saint-Antoine de Padoue. Il s'agit d'une des rares églises construites au XXe siècle en France. Elle a été inaugurée en 1935. Elle possède toutefois une architecture basée sur le style du XIIIe siècle, en gros les églises gothiques. En revanche, cette église se fond bien dans le reste des immeubles du quartier. En même temps, ceux-ci datent de la même époque. Bon, pour la station Montsouris, inutile de vous dire que le lieu le plus notable aux alentours, c'est le parc Montsouris. Là, je vais vous raconter précisément l'histoire du parc Montsouris. Nous sommes dans les années 1850, pendant le Second Empire. Haussmann prévoit de construire plus de logements à Paris. Cette ville était en train de se bétoniser, l'Empire souhaite tout de même conserver des espaces verts pour les Français aux 4 coins de Paris. Ce projet donnera naissance au parc des Buttes-Chaumont quelques années plus tôt. Pour parler de ce qu'on connaît, Haussmann prend finalement la décision de la construction de ce parc en 1860 et appelle à l'aide l'ingénieur Adolphe Alphand. Les travaux démarrent en 1867 et sont achevés en 1878. Contrairement au parc des Buttes-Chaumont, qui se situait sur une ancienne décharge publique et des voies ferrées, le parc Montsouris est situé sur l'emplacement d'anciens logements qui ont dû être rasés, même si la présence de la ligne de Sceaux a quand même perturbé les travaux. Comme son nom l'indique, la station Cité Universitaire se situe juste à côté de la Cité Universitaire de Paris. Les premiers logements de cette cité ont été livrés en 1925 par Émile Deutsch, même si le nombre de logements va s'agrandir lors de plusieurs phases de rénovation de 1952 à 2017. Cette cité possède aujourd'hui 6800 logements qui accueillent 12 000 résidents d'après leur propre base de données. Dans la famille des noms de stations qui évoquent le lieu le plus notable aux alentours, il y a Stade Charletti. Si les autres stades sont accessibles par le métro et le RER, celui-ci n'est accessible qu'en tramway et en bus. Je vais donc raconter l'histoire. Vous allez rire, mais l'histoire de ce stade a un lien avec la cité universitaire, située une station plus loin à l'ouest. Celle-ci possédait un club, Paris Université Club, qui existe toujours d'ailleurs, et qui utilise toujours le stade, mais à l'époque, celui-ci utilisait le stade de la Porte Dorée avant d'y être viré en 1929. Ils utiliseront alors pendant 10 ans un stade situé au Bois de Vincennes, mais ils veulent un espace plus grand et un emplacement est donc réservé pour eux à la porte de Gentilly, à côté de la cité universitaire en 1937, dans le but d'y construire un stade, ce qui sera finalement fait 2 ans plus tard en 1939. J'imagine que vous devez vous demander pourquoi avoir construit un stade d'une aussi grande envergure pour un simple club de foot universitaire, mais celui-ci ressemblait à ça à l'époque. Il était donc semblable à un simple stade comme celui-ci par exemple. Cependant, ce stade sera détruit en 1989 à cause de son trop mauvais état, mais rassurez-vous, le terrain ne va pas rester vide longtemps. Un stade beaucoup plus grand et moderne est en projet. Les travaux commencent en 1991 pour être achevés en 1994. Le club du Paris FC, à l'époque en Ligue 2, utilisera le stade pendant des années jusqu'en 2022. La station Poterne des Peupliers est située proche d'un parc assez joli qui s'appelle le parc Kellermann. La station Porte de Choisy n'est pas située dans un quartier classique de Paris, mais bien dans le quartier chinois parisien. Le quartier chinois s'étend sur le triangle de Choisy et les Olympiades. D'ailleurs, on appelle ça le quartier chinois,
Mais en réalité, il s'agit d'un quartier asiatique, car une très grande partie des habitants de ce quartier sont originaires de l'Asie et beaucoup de magasins vendent des produits importés de la culture asiatique. Après, disons-le, c'est pas non plus le quartier le plus beau de Paris. En effet, la majorité du quartier est constituée d'immeubles HLM qui ont été construits au début des années 70. D'ailleurs, regardez, ça c'est le quartier en 1970, encore très industrialisé. Ça, c'est le quartier en cours de construction en 1971. Et ça, c'est le quartier en 1972. Regardez, c'est déjà presque fini. Ouais, ils ont quand même réussi à sortir de terre un grand quartier en seulement 2 ans. La station Avenue de France n'est pas non plus située dans un quartier typique, car celui-ci est actuellement en plein développement. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est le quartier en 2008, et ça c'est le quartier actuellement en 2025. Ce quartier nouveau se nomme Paris Rive Gauche. Pour parler des prémices, on est dans les années 90. À l'époque, ce quartier était encore très industrialisé et les habitations se faisaient rares. Mais la ville de Paris commence à manquer de place, mais veut toujours construire pour faire gonfler le nombre d'habitants. Le Conseil de Paris, mené à l'époque par Jacques Chirac, décide la création d'une ZAC qui portera le nom de Seine-Rive Gauche en 1991, avant de se renommer Paris Rive Gauche en 1996. Les premiers logements de la ZAC arrivent à la fin des années 90, d'où la construction de la ligne 14 dans le quartier au même moment. La ZAC sera découpée en 4 secteurs. Les 3 premiers ont été aménagés entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Mais là, justement, on se situe sur le secteur Brunceau. Il s'agit de la dernière phase de construction de ce quartier nouveau. Il est plus long car il comporte beaucoup plus de logements. Les travaux démarrent en 2000 et ne sont pas encore finis à l'heure où je vous parle. Il y a encore des immeubles en cours de construction. Cette phase s'étale jusqu'en 2032. Ce quartier a pu voir le retour des gratte-ciel dans Paris. Ceux-ci, ce sont les tours du haut. Elles ont été construites à partir de 2017 jusque respectivement en 2021 et 2022. L'une des 2 tours du haut est vraiment grande car elle atteint 180 mètres. Oui, il s'agit du 3e gratte-ciel le plus haut de Paris, mais celui-ci sera détrôné par la tour Triangle l'année prochaine. La station Porte de Charenton est située très proche de la Foire du Trône, qui se déroule d'avril à mai, et qui d'ailleurs, pour faire un parallèle avec une précédente vidéo, s'est déroulée auparavant sur la place de la Nation, d'où l'ancien nom, place du Trône. Juste à côté de la station Porte Dorée du tramway, il y a un square en hommage aux anciens combattants de la guerre d'Indochine, accompagné d'une fontaine, sauf que celle-ci est hors service en ce moment. Bon, pour ceux qui ne sont pas calés en histoire du XXe siècle, la guerre d'Indochine a duré de 1946 à 1954. Il s'agissait d'une guerre qui a opposé la France à une de leurs colonies de l'époque, l'Indochine, qui souhaite son indépendance. Celle-ci sera proclamée progressivement entre 1953 et 1954, créant 4 nouveaux États, le Vietnam du Sud, le Vietnam du Nord, qui ne feront plus qu'un pays en 1976, le Cambodge et le Laos. Mais c'est pas tout. À côté de la station Porte Dorée, il y a également le palais de la Porte Dorée qui abrite l'aquarium et plusieurs expositions comme le musée de l'immigration. J'ai d'ailleurs l'honneur de dire que j'ai déjà vu l'ancien directeur du musée de l'immigration. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Hein, si la personne dont je fais allusion se reconnaît, sache que je te salue. Passons maintenant à la dernière station qui possède à peu près un lieu notable. La station est située juste à côté d'un lycée-collège, le lycée Paul Valéry, qui est très grand et qui est assez connu. Par contre, disons-le, c'est pas non plus le lycée le plus réputé de Paris. Voilà, on a fini avec les alentours, mais la vidéo n'est toujours pas finie. Comme vous le savez sûrement, il y a des noms de personnalités qui ont marqué l'histoire, qui sont sur les noms de la station du tramway. Il est temps de les mettre à l'honneur. C'est parti! Alexandra David Néel est née le 24 octobre 1868 et morte le 8 septembre 1969. Elle est née à Saint-Mandé, la station se situant à Porte de Saint-Mandé, on comprend l'allusion. Elle était chanteuse d'opéra, journaliste, écrivaine, exploratrice et même chercheuse dans certaines cultures étrangères. Baron Leroy n'était qu'un surnom pour Pierre Leroy. Il est né le 5 avril 1890 et est décédé le 16 juin 1967. Sa vie, c'était le vin
Il a été président pendant 20 ans de l'Académie du vin en France, mais il a aussi eu un moral guerrier en participant à la révolte des vignerons au Languedoc en 1907. Il a aussi participé activement à la Première Guerre mondiale. En même temps, il n'a pas trop eu le choix. Maryse Bastillet était une femme née le 27 février 1898 et morte le 6 juillet 1952, qui a été une des premières aviatrices françaises. Elle a eu une très belle carrière de pilote avec de nombreux records et a participé activement à la Seconde Guerre mondiale, toujours en tant qu'aviatrice. Sébastien Charletti, qui donne son nom au stade, n'a rien à voir avec le football. Il s'agissait d'un historien qui a vécu de 1867 à 1945. Jean Moulin était un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Mieux que ça, c'était le chef qui a organisé la résistance face à l'occupation allemande. Il est né le 20 juin 1899. Je passe outre tout ce qu'il a fait dans la résistance. D'autres vidéos sur YouTube expliqueront cela de manière beaucoup plus complète. Il est malheureusement arrêté à Caluire et Cuire, une commune située dans la métropole de Lyon. Le 21 juin 1943, il sera violemment torturé et succombera à ses blessures le 8 juillet 1943. Firmin Didot était un député français de 1827 à 1836, sous Charles X, puis sous Louis-Philippe Ier. Il est né le 14 avril 1764 et mort le 24 avril 1836 pendant son mandat. Georges Brassens était un parolier français qui est né le 22 octobre 1921 et qui est mort le 29 octobre 1981. Il a d'abord été journaliste avant de devenir parolier. Il faudra cependant attendre 1952 pour qu'il commence à chanter lui-même ses chansons. Il est devenu une référence dans la chanson française aujourd'hui. Celui-ci fera d'ailleurs une chanson qui parle du quartier appelé entre la rue de Vanves et la rue Didot. Claude Lefebvre Desnouettes a vécu du 14 septembre 1773 au 22 avril 1822. Contrairement aux autres noms que j'ai cités, il ne s'agissait pas d'un artiste ni d'un homme politique, mais bien d'un général. Oui, le général Lefebvre, c'est lui. Il est rentré à l'armée en 1793 à l'âge de 20 ans et aura beaucoup de postes haut placés, très proches des gouvernements de l'époque. Il sera notamment l'écuyer de Napoléon Bonaparte en 1804. Finalement, il sera promu général en 1806 après avoir participé aux batailles triomphales d'Elchingen et d'Austerlitz. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Déjà, avec le tournage, ça m'a pris 7 jours au total. C'est énorme. Et le montage qui m'attend, j'imagine pas le temps que ça va prendre. Mais voilà, cette vidéo est bien sortie. Je l'espère en tout cas. Considérez cet épisode comme un épisode pilote. Et dites-moi si ça vous a plu pour que je fasse le T3B même d'ici quelques mois. Et même toutes les autres lignes de tramway qu'il y a en région parisienne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je profitais tranquillement de la petite ceinture avant de rentrer chez moi. Salut et à la prochaine vidéo. Oh baby, you mess up my mind.
Alors le tournage de cette vidéo, c'est vraiment n'importe quoi niveau météo. Je sais pas si vous connaissez cette phrase du Ferrovipat. Putain, le faux raccord, genre juste après, il y a un plan normal, grand soleil. Ouais, c'est un grand soleil, tu passes un gars qui brave la tempête. Mais voilà, alors le premier jour, il faisait une chaleur caniculaire. Le deuxième jour, bah, il faisait à nouveau froid et il flottait. Comme la vallée, Ta gueule, toi. Le troisième jour, il faisait un temps normal. Là, aujourd'hui, il pleut. C'est n'importe quoi, frère. Et je précise qu'on est au milieu du mois d'août. Et voilà. Bref, c'était une... Comment ça s'appelle? Une outro beaucoup trop longue. Likez, abonnez-vous.